Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne Lambellin. Alors c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce podcast Positive Changemakers dans le cadre de la 3e saison, alors où j'ai décidé de ne plus seulement aller à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, d'activistes et autres, mais également à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé à un moment donné de se retrousser les manches dans l'arène politique. Alors Anne, tu es une Brabançonne de 35 ans, originaire de la Hulpe, si je suis... Dans le bon, c'est exact. Oui. Alors, la Hulpe, donc située en région du Brabant wallon, je précise pour nos amis français qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux. Tu as d'ailleurs commencé ton engagement politique assez tôt, car tu participes déjà à l'âge de 19 ans aux élections communales, donc à la Hulpe. À ce moment-là, c'était en 2006. Oui. Alors, tu ne seras pas élu à ce moment-là, mais ça marque déjà le début d'un engagement politique au sein du Parti socialiste qui ne fera que grandir avec le temps. Alors... Élu, évidemment, Anne, tu finiras par l'être, au niveau communal à la Hulpe et puis plus tard à Rixensart, donc commune où tu habites désormais, je pense, depuis quelques années au minimum. Depuis 2017. Depuis 2017, ainsi qu'au Parlement wallon où tu siégeras du coup en tant que député de 2014 à 2019 notamment. Alors aujourd'hui, te voilà vice-présidente du Parti socialiste depuis 2019. Tu travailles également en tant que conseillère aux affaires européennes et internationales, donc à l'Institut Emile van der Velde, donc, qui est finalement un peu le think tank du Parti socialiste, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est le centre d'études et de recherche du parti. Ah ben voilà, donc tu as un agenda bien rempli, donc merci déjà de te libérer pour nous. Mais avant d'aborder ton parcours un peu plus en détail, je voudrais te demander en fait une question peut-être assez basique. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille à 19 ans, c'est quand même pas très commun, se lance en politique et en plus du coup dans un parti plutôt de gauche, dans une région qui, on va dire, est un peu plus marquée à droite traditionnellement? Merci pour cette très bonne question. C'est parfait pour me présenter, je crois. Je me suis en effet lancée pour la première fois dans la politique active de terrain, c'est-à-dire en campagne électorale en 2019. Et je me suis présentée sur une liste à ce moment-là qui était une liste de gauche avec des socialistes, des indépendants et des écologistes. Et ça réunissait à peu près toutes les convictions que j'avais à ce moment-là. Et ces convictions, elles sont ancrées en moi depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été très, très engagée. Même enfant, quand j'étais toute jeune, j'étais dans une école à pédagogie active. Et donc, tout était axé sur la solidarité. C'est la pédagogie Freinet. C'est vraiment le fil conducteur de la pédagogie Freinet, la solidarité. Et aussi beaucoup sur la solidarité internationale. Je participais déjà aux opérations 11-11-11 quand j'étais toute jeune. Et à 12 ans, j'avais lancé ma propre ONG. Ta propre ONG à 12 ans, ok. Après, on n'avait pas le statut d'ONG, etc. Mais c'était une ONG, c'était artisanal, mais c'était vraiment... c'était pour les orphelins au Rwanda. Ok. Et donc ça, c'était le tout début de mon engagement. J'avais organisé une grande fête avec une amie que j'emmenais dans tous mes projets. Et puis, on vendait des choses aussi. On allait de porte à porte vendre des choses. Et on avait une petite boîte à chaussures avec une petite fente dans laquelle on mettait tous les sous qu'on récoltait. Et après, on s'est fait aider par quelques adultes qui étaient motivés et par notre école aussi. Et donc, on a eu un moment, vraiment cette grande fête qui réunissait plein de parents d'élèves et d'élèves de l'école. Et c'était ma toute première action de solidarité internationale. Et est-ce qu'il y avait un terrain pour cela? En fait, j'avais pas 12 ans. J'étais encore plus jeune que ça, je pense. J'étais encore en primaire, donc je devais avoir 10 ans. Ah oui, donc c'est ça, c'est assez surprenant. Mais est-ce qu'il y avait un terrain pour cela dans ta famille, tes parents, quelqu'un qui te nourrissait peut-être quand même un petit peu? Mais je pense que j'ai des parents qui sont très engagés. Mon grand-père aussi, maternel, était quelqu'un de terriblement engagé, un prof d'histoire, avocat, qui était dans les jeunesses vraiment de gauche, et il est aussi un des cofondateurs du FDF. Le FDF, contrairement à ce qu'on pense, c'était un parti qui était à gauche, en tout cas au moment de sa fondation. Après, il a eu un parcours et donc, il était quelqu'un de convaincu, mais quelqu'un avec qui j'étais pas non plus toujours d'accord. Et j'ai toujours été formée au débat par mon grand-père, qui était quelqu'un de parfois un peu provoque aussi. Et ça m'a vraiment entraînée au débat. Et j'avais du répondant, donc je me laissais pas faire. Et quand on était en désaccord, ces débats pouvaient durer longtemps. Et j'étais encore toute petite à ce moment-là, mais ça a commencé comme ça. Et ensuite, puisque tu me demandes comment je suis arrivée sur cette liste à 18 ans,
j'ai aussi voyagé. Donc, je suis partie 1 an, et ça, c'est une immense chance. C'est grâce à mes parents, mais je suis partie après Mareto, 1 an en Grande-Bretagne. D'abord 6 mois en Écosse et puis 6 mois en Angleterre. Et là, j'ai vécu à la fois en Écosse de mon côté, donc la grande... indépendance pour moi, j'avais 17 ans, c'était la première fois que je partais à l'étranger et que j'étais livrée à moi-même. Dans un quartier un peu difficile, j'étais en périphérie de Glasgow. Dans les quartiers un peu chauds de Glasgow, j'étais entourée de hooligans, voilà, c'était un peu... Je découvrais la vie et surtout la misère sociale aussi dans ces quartiers-là. Donc ça m'a vraiment bouleversée. Et c'est mon engagement vraiment politique de gauche qui est né là. Et en Angleterre, j'ai vécu dans des familles d'accueil, dans plusieurs familles d'accueil, parce que j'ai changé en fait. Mais pareil, je me suis interrogée sur vraiment la condition humaine, la société, les aides sociales aussi qui étaient accordées aux uns aux autres. Alors, c'était en Angleterre, c'était en Grande-Bretagne. Mais du coup, ça m'a amené à vraiment comparer nos systèmes et à voir ce que nous, on proposait en Belgique, etc. Et je me suis vraiment intéressée à ça. Et puis alors, j'ai eu une prof d'anglais dont le mari était diplomate. Et j'ai beaucoup parlé avec elle. Et elle m'a dit, mais Anne, toi, tu es quelqu'un d'engagé. Et en plus, t'aimes bien aussi la politique internationale. Vas-y, fonce, fais les Sciences Po. Donc en rentrant, je me suis engagée en sciences politiques. Et puis, dans ma commune, mon père était conseiller communal, donc il me parlait souvent de la politique locale. Mon papa est toujours resté au conseil communal. Et j'ai entendu qu'il cherchait quelqu'un à un moment sur une liste, une jeune femme. Et donc, je disais, moi, je suis là, je suis dispo. Et mon père, il n'était pas partant au début. Il me disait, non, c'est compliqué la politique. Oui, il voulait te protéger, j'imagine. Un drôle de monde. Tu te rends pas compte, ma fille. Mais j'y suis allée. Et c'était la première fois, voilà. Ah bah, et donc cette année à l'étranger, pour bien comprendre, c'était une année où tu refaisais ta réto, quelque chose du genre ou c'était... Non, j'ai refait des études d'art à Glasgow. Ah oui, d'accord, ok. Et puis j'ai fait des cours d'anglais en Angleterre. Donc ça t'est vraiment une année qui t'a un peu, comment dire, ouvert les yeux sur certaines problématiques sociales et qui a renforcé vraiment ton engagement. Totalement. Une fois que t'es rentré. Totalement, j'ai appris la vie. Donc là, tu fais les sciences politiques et puis du coup, à ce moment-là, en parallèle, tu continues ton engagement politique, si j'entends bien. Oui, donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc j'ai été candidate comme ça à la commune et c'était une première expérience pour moi. Et puis une petite élection communale, je n'étais pas à une place très visible. C'était un premier test pour moi avec des réunions de jeunes, le conseil communal des jeunes, etc. Donc plein de nouvelles expériences pour moi. Et c'était aussi ma première année en Sciences Po à l'ULB. Donc... oui, je pouvais combiner un peu la théorie, la pratique. Voilà, c'était vraiment le début et je découvrais tout. J'ai pas été élue à ce moment-là, c'était pas du tout le but non plus. J'étais là en soutien et voilà. Mais j'ai commencé à rencontrer pas mal de personnes, en fait, de fil en aiguille. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes engagées en politique qui m'ont amenée avec eux dans d'autres réunions. Et puis j'ai rencontré un ministre qui est aujourd'hui ministre d'État et député fédéral, c'était André Flau. Et André m'a vraiment un peu, on va dire, pris sous son aile. Il m'a dit, viens, en fait, je vais... il va tout le temps sur le terrain, dans tout le Brabant wallon, dans plein d'activités politiques, des conférences, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça et c'est grâce à André Flau que je me suis engagée aussi. Donc il a cru en toi en fait à ce moment-là et il s'est dit tiens Anne, viens avec moi. T'as commencé à travailler du coup directement pour lui ou c'était plutôt d'abord Non, j'étais qu'en première de Sciences Po, donc j'avais toutes mes études à faire, mais par contre j'ai commencé en Belgique on a eu beaucoup d'élections qui se sont succédées. Je sais même pas la liste complète, mais donc il y a eu 2006 les communales, 2009 la région, 2010 les fédérales anticipées. 2012 peut-être aussi encore quelque chose? Oui, bien sûr, mais il y en avait vraiment, donc les fédérales anticipées, puis il y avait les élections provinciales aussi à chaque fois en même temps que la commune, et puis 2012 les élections en fait en 2012 communale. J'ai été élue en 2012 à la commune de la Hulpe, et là j'ai pris la présidence du CPS de la Hulpe, et puis j'avais des matières d'échevinat aussi, scabinal, qu'on appelle scabinal quand c'est en combinaison avec une présidence de CPS, c'est le terme qu'on utilise. Attends, et donc du coup, pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent absolument rien à ça, tu es du coup à ce moment-là présidente du CPS, c'est ça? Et en même temps, tu as des compétences d'échevin, c'est ça? Mais tu n'es pas échevin
officiellement aussi, Mais comment ça un se passe? président de CPS fait partie du collège. Ah oui, de toute façon. Oui, Ok. donc Ok. du collège communal. Mais comme j'avais été élue aussi directement, je pouvais avoir des matières de ce cabinet des cheminards en plus. Et donc, c'était vraiment... Donc, première vraie entrée, on va dire, dans la politique locale à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a surpris ou je sais pas, oui, surpris plutôt. Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es rentré là-dedans? Peut-être des choses que t'aurais pas cru qui se passaient d'une certaine manière. J'étais très jeune. Donc là, en 2012, j'étais diplômée. Et j'avais, je crois, 23 ou 24 ans. 2012, ouais, il faut faire le calcul. Et donc, comment dire, je suis arrivée dans un monde politique dans lequel chacun avait déjà ses marques et ses habitudes. J'étais la plus jeune au CPS, donc j'avais toute une équipe de beaucoup de femmes au CPS parce que c'était des assistantes sociales, etc. Donc c'était très féminin, mais toutes plus âgées que moi. Et puis j'étais dans un collège communal, dans des réunions vraiment des réunions d'exécutifs. Et moi, j'étais avec toutes mes grandes théories, mes utopies, et je sortais des Sciences Po. Donc pour moi, voilà, il fallait bien faire tout dans les normes, dans les règles, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup sur le côté aussi. Et que tout le réseau joue énormément en politique. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment surprise. Parce que je me suis rendu compte que moi, quand j'arrivais en réunion avec toutes mes grosses ambitions, parfois les choses avaient été négociées avant. Et donc, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre qu'en fait, il y avait aussi la manière de faire qui comptait très, 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 très fort. Et que non, on n'arrivait pas juste dans la réunion avec notre position de négociation, etc. Il fallait travailler ça en amont, son réseau, ses contacts, etc. Ok, donc tu as compris, on va dire qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient un petit peu. C'est la première chose que j'ai vraiment capté. Oui, c'est vraiment la première chose qui m'a frappée. Qu'est-ce qui m'a frappée? Ça m'a frappée aussi de voir à quel point au niveau communal, il y avait des habitudes qui étaient prises depuis des années, quoi. Et la manière de faire la politique au niveau communal n'a rien à voir avec la manière dont on fait la politique à d'autres niveaux de pouvoir. C'était une de mes questions sur lesquelles, si tu veux bien, on reviendra justement, dessus. Ça m'intéresse. Parfait, oui. Mais donc au niveau communal, justement, donc il y a cet aspect-là qui est très intéressant que tu dis, on se rend compte que la politique ne se fait pas que au moment de la réunion, se prépare en amont, etc., la négociation, j'imagine, les accords des fois et autres. Et en tant que jeune fille aussi, je peux imaginer que c'est pas si simple peut-être d'être prise au sérieux au début. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que tu as eu comme ça un petit moment où tu t'es dit oh là là, je dis quelque chose et tout le monde n'en a rien à faire parce que je viens de débarquer. Donc, bien sûr, ça m'a frappée aussi d'emblée. J'étais la petite jeune femme qui débarquait là dans un monde vraiment un peu plus majoritairement masculin, même si au CPS c'était très féminin comme équipe. Et déjà le premier jour quand j'ai été élue, je me souviens ça toute ma vie, le bourgmestre a fait participé à une interview et donc il a parlé dans un article, retranscrit dans un article de journal. Et il a dit oui, elle est jeune, mais on va tout lui apprendre et on va vraiment être là pour lui dire ce qu'il faut faire. En gros, c'était plus ou moins ça qui était écrit. Et je me suis dit, en fait, c'était pas seulement sympa. C'était aussi un peu, elle y connaît rien, mais bon, pas de souci. De toute façon, elle fera rien sans nous. Et le ton était donné, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai remarqué, sans faire le Calimero, parce que je supporte pas ça, j'ai pas envie de faire le Calimero, mais j'ai remarqué à quel point c'était parfois compliqué de combiner des fonctions dans ces sphères-là, quand en plus de la jeunesse, on est femme. Et donc, c'est double... Peut-être qu'on peut dire discrimination à un moment, mais en même temps, c'est vrai que j'avais plein de choses à apprendre. Mais il y avait comme ça, quand même, un paternalisme assez présent. Qui est toujours assez présent, j'imagine, aujourd'hui, ou est-ce que tu as noté une évolution depuis tes débuts, en fait, en politique, à ce niveau-là? Non, donc moi j'ai évolué évidemment dans la manière dont je gère les choses. J'ai beaucoup plus de répondants qu'avant et je suis moins confrontée à des situations de difficulté ou qui me mettent en difficulté ou qui même m'interrogent sur ma capacité à savoir gérer la chose politique.
Donc, mais en plus, la société a considérablement évolué aussi. Donc, heureusement, la norme a évolué, y compris au sein du monde politique. Et donc, ce qui se passait il y a quelques années, donc il y a 10 ans, se passe moins aujourd'hui. Est-ce qu'éventuellement, il y a une anecdote que tu voudrais bien nous partager, si tu en as une, évidemment, où, entre guillemets, ça t'a vraiment fait sentir mal, outre peut-être cette anecdote-là que tu viens de nous partager, ou une anecdote où, par exemple, tu dis, ça, par exemple, je l'ai vécu et c'était quand même compliqué. Mais je vais pas relater les propos de personnes, et je suis pas ici pour ça, mais oui, j'ai quand même reçu énormément de remarques sexistes quand j'avais 24 ans. Quel âge j'avais, moi, du coup, entre mes 22 et mes 24 ans. Et donc, oui, c'était régulier. À cet âge-là, en plus, j'imagine, ça va pas être si simple que ça, parce qu'on n'est pas spécialement armé pour ça. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais mal à l'aise et j'avais pas de répondant, j'avais pas de tac au tac comme je peux avoir aujourd'hui sans aucune difficulté. Mais aujourd'hui, on est moins confronté à ça aussi. Ça existe encore, mais on est moins confronté à ça. Mais c'est vrai que c'était presque monnaie courante, quoi. Donc il faut quand même, on va dire, un sacré courage pour rester aussi engagé en politique, parce que on en parlera un peu plus tard. Donc le fait de s'engager en politique, qu'on soit jeune, homme, femme, souvent on y réfléchit à 3 fois, étant donné la dureté du monde, et tu nous en parleras mieux que moi. Mais effectivement, alors en plus, quand on est une jeune femme à ce moment-là, etc., je peux imaginer effectivement que il faut du courage pour se dire je claque pas la porte et je reste. Et à ce moment-là, j'imagine que tu as peut-être pu compter aussi sur des encouragements de tes proches ou autres pour faire que tu es toujours là aujourd'hui, et heureusement. Oui, donc c'est vrai que après, il faut pas dépeindre quelque chose d'absolument négatif, parce que la politique, moi, j'y crois fondamentalement. Je crois très très fort en notre système de démocratie représentative et participative de plus en plus. Et je suis fière de ce système, surtout du système belge. Donc, je veux vraiment pas dépeindre un tableau négatif, surtout pas. Mais par contre, en effet, c'est un milieu qui est difficile. Enfin, c'est pas le seul, hein, mais les horaires sont compliqués. On se le cache pas. Et puis, on est aussi à l'avant de la scène, et il y a énormément d'attentes citoyennes, qui sont toutes légitimes. Mais on n'est pas humainement capable de répondre à toutes les attentes citoyennes. Et donc, ces choses-là, ces éléments-là peuvent parfois être très chronophages aussi. Plus l'ambiance de négociation entre hommes et femmes politiques qui prennent beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que souvent, je me suis sentie fatiguée, on va dire. Mais par contre, j'ai jamais eu envie de claquer vraiment la porte, parce que je sens vraiment que je peux être utile dans la politique active, que je suis à ma place dans la politique active, que je fais ça avec passion. Et tant qu'il y a de la passion, il y a de l'énergie. Il n'y a pas de raison, ça c'est beau. Il n'y a pas de raison effectivement de changer quoi que ce soit. Et est-ce que tu pourrais te trouver dans un autre parti que le Parti socialiste? Alors c'est une question délicate dans ta position peut-être. Non, mais je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas? Je ne pourrais pas. Et si tu devais vraiment choisir, est-ce qu'il y aurait... Ça serait d'office un parti, j'imagine, de gauche? Oui. De toute façon. Honnêtement, je pourrais pas être dans un autre parti qu'au Parti socialiste. Pour quelle raison? Mais parce que je suis fondamentalement convaincue par les valeurs du Parti socialiste. Après, on a un débat interne aussi au Parti socialiste. Hein. Attention, on n'est pas toujours tous d'accord entre nous. C'est tout à fait... c'est normal, et c'est sain de faire vivre le débat interne dans les structures aussi. Donc, on a nos opinions, voilà, je pense qu'on a des débats agités, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas normal s'il n'y a pas de désaccord dans une structure politique. Évidemment, comme dans une famille. Donc, ça vit de manière très saine au Parti socialiste, et je pense que vraiment, je me retrouve bien dans ce modèle, avec notre idéologie, nos valeurs, etc. Parce que aussi, je peux aussi, moi, changer certaines choses de l'intérieur, orienter aussi les politiques comme je les entends aussi, et avoir de vrais débats sans tabou en interne. Mais je partage fondamentalement l'idéologie du Parti socialiste. C'est pas parce que je suis vice-présidente du parti que je dis ça, mais parce que à la base, c'est vrai que, je te l'ai dit au début, j'étais
tentée par l'écologie, bien sûr. Je suis quelqu'un de profondément préoccupé par le réchauffement climatique, la nécessité d'agir sur le plan environnemental, etc. Pour moi, c'est prioritaire. Mais on le fait extrêmement bien chez nous parce qu'on a compris que la justice sociale, c'était un combat pour la justice climatique et que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, pour moi, ça, c'est essentiel. Est-ce que écolo, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que écolo, du coup, ne dit pas plus ou moins la même chose, en fait? Il y a des nuances. Il y a des nuances et il faut quand même le reconnaître. Je m'entends très, très, très bien avec les écolos, les écologistes, il n'y a aucun problème. Mais il y a des nuances dans la manière d'envisager le combat environnemental. Après, c'est vrai qu'on est proche. On est proche. Mais nous portons la théorie de l'écosocialisme et pour nous, la justice sociale va avec la justice climatique et l'un ne va jamais sans l'autre. Donc ça veut dire que chacun doit pouvoir contribuer à l'effort climatique selon ses propres moyens et qu'on remet aussi tout le système néolibéral en cause, en fait, dans cette lutte contre le réchauffement climatique, dans cette lutte environnementale. On l'aura compris, tu vas rester au PS. Oui, oui, je vais rester socialiste, quoi qu'il arrive. Jusqu'au bout. Mais jamais. Mon grand-père a changé de parti en cours de route et puis il a fini socialiste, mais c'est parce qu'il a compris. Il est encore vivant, ton grand-père? Non, malheureusement donc, pas. Du coup, comment dire, en espérant qu'il entend ton message. Oui. Tu parlais justement de débat interne dans un parti politique, ce qui effectivement peut me paraître en tant que citoyen, si je prends le point de vue citoyen, très important. Maintenant, la question que je me pose, et en discutant même avec d'autres personnes qui veulent s'engager en politique ou pas, c'est cette question par contre se dire, il y a débat effectivement dans un parti, j'imagine que toi-même, il y a des sujets sur lesquels tu n'es pas spécialement d'accord avec Paul Magnette à un moment donné, ou Paul Magnette n'est pas d'accord avec toi, ou d'autres personnes. À un moment donné, il faut bien trancher, il faut une position, on va dire, commune. Comment est-ce qu'on vit ce genre de choses? Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, au sein du Parti socialiste, enfin au sein de tous les partis, mais il y a des structures. Donc, on a ce qu'on appelle un bureau de parti. Et dans le bureau de parti sont représentés des élus, des représentants de chaque fédération, de chaque entité. Et presque tous les lundis, ou en tout cas au moins deux ou trois lundis par mois, nous avons ce qu'on appelle le bureau du parti qui se réunit et on y aborde tous des grands sujets d'actualité. Et c'est là que le débat a vraiment lieu. Après, le débat, il a aussi lieu avec nos militants. Et c'est là qu'on construit vraiment la ligne du parti. Et c'est passionnant, en fait, de fonctionner comme ça parce qu'on échange, chacun est libre de s'exprimer, on écoute nos représentants, les ministres qui travaillent, qui présentent leurs dossiers, on donne notre avis sur les dossiers. Et puis, le président est là pour trancher. Le président est là pour trancher, pour faire la synthèse et pour dire on prend cette direction-là. Et en général, ça se passe bien puisqu'il est à l'écoute. Et est-ce qu'on apprend à gérer, du coup, parce que quand je parlais également du fait, comment est-ce qu'on gère ça, c'est même au niveau personnel. Est-ce qu'on apprend à gérer peut-être les frustrations aussi liées à ça? Je vais parler peut-être de moi-même. Moi, je sais que je suis quelqu'un, quand j'ai une idée et que finalement, on va dire que quelqu'un de supérieur décide autre chose, surtout, j'imagine, dans un sujet aussi sensible que la politique, où effectivement, vous portez tous des combats qui vous passionnent. Est-ce facile de gérer peut-être la frustration à un moment donné de se dire moi je n'y crois vraiment pas, mais bon voilà, le président a tranché et il faudra bien défendre cette position-là. Moi, je suis rarement confrontée à ce genre de problématique, donc parce que très sincèrement, d'abord on est tous et toutes convaincus par cette idéologie qui est notre idéologie, l'idéologie du Parti socialiste, donc on va tous quand même dans la même direction. Dans un objectif de bien commun, de justice sociale, etc. Donc nos valeurs sont quand même oui, bien sûr, il y a une philosophie commune. On poursuit la même philosophie, le même but. Et donc la nuance, elle se trouve
elle se trouve là, mais dans cette direction. On va tous dans la même direction. Du coup, on n'a jamais non plus de gros problèmes. Mais par contre, donc moi, j'ai jamais éprouvé de grosses frustrations, pardon. Mhm. Mais par contre, on a aussi un centre d'études dans lequel je travaille, le centre Emile van der Velde, qui travaille en amont sur les idées, les thématiques, qui fait de la recherche aussi. Et donc, je pense que le débat est tellement vivant en interne et que la synthèse peut être à chaque fois réalisée et que même quand on doit prendre des positions plus tranchées, on s'entend avant et on s'accorde en fait. Donc, il n'y a pas... On apprend finalement à Oui, faire la paix avec peut-être des fois des positions qui étaient Oui, bien initialement sûr. pas spécialement. parce qu'on s'exprime largement dessus en fait. On s'exprime largement dessus, donc c'est pas faire la paix, mais c'est construire ensemble. Ouais. C'est joli, c'est joli. Oui, c'est joli. Si tu n'étais pas vice-président, je te dirais que tu pourrais faire de la com, Anne. Ah, à De la mes heures communication perdues, j'en fais un politique. petit peu. Effectivement. Donc, Puis oui. les deux sont fortement liés. Pour en venir un petit peu à la confiance en politique, quels seraient selon toi peut-être les 2-3 éléments sur lesquels le monde politique pourrait travailler pour justement essayer de regagner un petit peu la confiance envers le monde politique dans son ensemble. Et évidemment, on parle toujours de la même chose et j'ai pas non plus envie de reparler toujours de ces mêmes scandales qui finalement ont lieu tout parti confondu, ont malheureusement aussi toujours existé, continuent d'exister, malgré je pense toutes les mesures que le monde politique prend en interne mais également plus largement. Mais outre cela, comment faire en sorte à ce que énormément de talents pourraient être utiles dans le monde politique, mais simplement rien qu'à l'idée ils se disent ouais non merci. Alors il faut absolument réenchanter la démocratie. Ça c'est beau, comment? Oui. Et il faut le faire en plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'il faut intégrer beaucoup plus de mécanismes de démocratie participative à tout niveau de pouvoir. Au niveau communal, par exemple, on a des budgets participatifs qui se déploient un petit peu partout et qui fonctionnent, je pense, vraiment bien et qui reconnectent le citoyen à la chose politique. Et donc, ces budgets participatifs, nous, on les teste à Rixensert maintenant et ça fonctionne. Ça permet vraiment aux citoyens de prendre part à la vie politique, de décider eux-mêmes du projet qu'ils veulent mettre en place, de le faire avec un financement communal et avec de l'aide extra-communale et d'aller dans une direction qui a été concertée avant et qui est utile pour tout le monde. Et donc, en fait, ça reconnecte le citoyen. Et des initiatives comme ça, il faut les démultiplier, quoi. C'est vraiment essentiel. Au niveau régional, il faut faire encore plus vivre la démocratie participative aussi. Il y a plein d'initiatives qui sont mises en place avec des commissions participatives au Parlement wallon, par exemple, qui ont vu le jour, des droits de pétition, des droits aussi d'avis sur les textes législatifs. Il faut le faire au niveau fédéral aussi. Ça se fait un peu partout, de plus en plus, mais il faut déployer ça, pérenniser ça, instaurer ça, parce que en fait, sinon le citoyen se déconnecte du monde politique et ne comprend pas toujours les choix qui sont faits. Et les choix, ils doivent être faits par les citoyens en réalité. Et nous, on est là pour les représenter. Et ce lien, il doit être beaucoup plus fluide. Et pour ça, pour moi, la démocratie participative est essentielle. Ça, c'est la première chose pour réenchanter la démocratie. Il faut aussi plus de femmes. Féminiser les structures politiques, féminiser la politique, parce que la société est constituée de 50% de femmes. Il n'y a pas de raison qu'on soit complètement sous-représenté dans nos assemblées. Nous sommes, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 40%, un peu moins de femmes dans les assemblées, et nous sommes 15% de femmes bourgmestres. Donc, c'est pas normal. Et la politique, c'est un monde qui a été créé par les hommes pour les hommes, historiquement, et on paye encore les séquelles aujourd'hui, et il faut continuer à réformer ça. Parce que la société doit être représentée dans son ensemble, et il est normal que les femmes aient plus de place dans ce monde, mais que aussi ce monde s'adapte aux femmes. Oui, parce que j'allais dire, effectivement, il y a pas mal de barrières, j'imagine, que toi-même, tu expérimentes encore aujourd'hui, qui font que peut-être des femmes ont moins envie de se lancer. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler là-dessus, du coup? Mais parce donc, que on a fait un travail colossal. En tout cas, moi, j'ai fait un travail colossal en tant que vice-présidente du parti. J'en parle, mais après, il faudrait que je te donne encore les autres étapes pour réenchanter la démocratie. Okay, Mais donc, le travail que j'ai fait, c'est que j'ai fait un énorme travail de statistique pour essayer d'abord de voir
à quel point les femmes étaient représentées dans les structures politiques à tout niveau de pouvoir. Et puis ensuite, quand j'ai fait tous ces constats, et on a fait ça aussi, c'est parti avec Christy Montréal qui avait pris l'initiative à la base, et un groupe de femmes qui s'est mis en place, en tout cas au parti. Et quand on a fait tout ce travail de statistiques, on s'est dit maintenant on a les chiffres, on veut mettre des mesures en place pour améliorer la visibilité des femmes, ne plus cantonner les femmes dans des sujets stéréotypés, donner plus de place aux femmes dans les médias, instaurer plus de parité dans toutes les structures, y compris dans les exécutifs gouvernementaux. Et pour ça, le PS est exemplaire, parce qu'au PS, on a désigné autant de femmes que d'hommes ministres. Mais il faudrait que ce soit instauré, que tous les partis se plient à l'exercice et que tous nos exécutifs gouvernementaux soient paritaires. On a aussi mis ce travail en place pour vraiment déployer le féminisme en interne et lutter contre les sexismes, parce qu'on a parlé des sexismes en début de podcast. Je pense que voilà, ça c'est essentiel, il faut vraiment s'y atteler, et c'est pas seulement en politique, c'est dans tous les milieux. Donc 30 mesures, une trentaine qui ont été validées en bureau de parti ici, et puis on a organisé notre premier congrès social féministe aussi, pour parler de ça, et puis pour évoquer plein d'autres problématiques féministes, les femmes dans la santé, les femmes et l'environnement, les femmes à l'international, etc. Ok, et donc quels sont les premiers retours que tu as peut-être de femmes? Est-ce que tu as l'impression que ça, entre guillemets, ça aide un petit peu? D'abord, il y a une sororité qui est vraiment très très présente. Entre nous, entre femmes du parti, mais aussi avec les autres partis, on sent vraiment qu'il y a ce lien qui est très fort entre nous, et ça fait du bien. On a même lancé notre chorale. Je ne vais pas chanter ici, mais par contre, on a lancé notre chorale. Transparti ou... Non, au sein du parti. Au sein du parti politique. On a une chorale, on a chanté ensemble. C'était un moment hyper émouvant. À la fin du congrès, toutes les femmes se sont levées dans le public, ont commencé à chanter. Et puis voilà, c'était vraiment un vrai moment de sororité. Et donc, qu'est-ce que je disais du coup? Je ne sais plus. Oui, non, on parlait effectivement des femmes, des différentes mesures. Réaction. Quelles étaient les réactions? Mais donc, on a ici, c'est tout récent, ça date de mars 2023. Et donc, on a une commission de suivi qui est mise en place et qui devra un petit peu faire le suivi. Et peut-être du coup, entre guillemets, peut-être question un peu simpliste, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'être femme, du coup, aujourd'hui en politique, des fois peut être compliqué, mais est également un avantage, peut-être, vu justement la demande de féminiser de plus en plus? Oui. Et quels sont peut-être les travers aussi? Ça a été Enfin, moi, j'ai tiré avantage du fait d'être une femme, puisque il y a des quotas qui étaient aussi mis en place, et la tirette sur les listes est mise en place. Et donc, à la commune en 2012, j'étais deuxième de liste parce que j'étais une jeune femme. Enfin, c'était pas la seule raison. C'est aussi parce que j'avais travaillé pour. Mais c'est vrai que il y a peut-être, mais c'est normal en fait. Enfin, les quotas, c'est un outil. C'est un outil pour parvenir à une situation plus égalitaire. Si on atteint la situation égalitaire, l'outil n'est pas nécessaire. Mais l'outil, pour le moment, il est nécessaire parce qu'on doit rattraper on doit rattraper le tir. Est-ce que, très honnêtement, le quota, c'est facile à respecter, ou est-ce que des fois quand même on se tire un peu les cheveux parce qu'on se dit là on a absolument besoin d'une femme, par exemple sur la liste numéro 4, et du coup on va un petit peu à la pêche, on va dire. Mais ça me fait toujours sourire d'entendre ça, j'adore. Mais en fait parfois j'entends tu te rends compte, mais on va être obligé de mettre une femme, mais comment est-ce qu'on va faire pour la trouver? Elle sera peut-être pas compétente, mais il y a combien d'hommes incompétents? Il y a combien d'hommes incompétents à des niveaux de pouvoir? Enfin, à un moment, il faut quand même un peu réaliser. C'est une bonne réponse. Et alors, qui a dit cette phrase incroyable? Le monde sera vraiment égalitaire quand une femme incompétente sera au pouvoir. Qui a dit ça? Je ne sais plus. On va revérifier. Oui, effectivement, on vérifiera ça. Ou nos auditeurs vérifieront ça. C'est pas Simone de Beauvoir? Je vais vérifier.
En tout cas, oui, effectivement. Donc finalement, si j'entends bien, ben voilà, c'est un petit peu la réalité. C'est un peu la réalité tant pour des hommes que pour des femmes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un momentum, si je t'entends bien aussi, pour toutes les femmes qui veulent s'engager, qui ont aussi des rôles modèles. On dit ça en français finalement. Oui, des role models, des exemples. J'imagine que toi aussi, en tant que l'une des vice-présidentes, tu incarnes d'une certaine façon ce modèle également d'une femme qui est engagée en politique parmi les plus hauts niveaux au sein de son parti. Donc j'imagine que ça aussi, ça inspire peut-être des sympathisants, des membres à s'engager. Enfin, oui, j'espère. Probablement. Oui, j'espère. J'adore. En fait, j'adore m'entourer de jeunes, de plus jeunes, parce que je suis encore jeune, je pense, mais j'adore en fait les emmener avec moi et partager ces moments politiques avec eux. Et je le fais donc régulièrement et j'essaye de rester un maximum connectée avec eux pour transmettre. En fait, j'adore transmettre aussi. Donc, c'est gentil de dire que je suis un modèle, mais moi, j'ai beaucoup de modèles aussi. Des modèles au sein du parti, de femmes incroyables. Allons-y, je comptais en parler plus tard, mais allons-y, comme ça. Qui t'inspire? Quelles sont tes sources d'inspiration? Au sein du parti, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Christy Morel. Christy qui est ministre aujourd'hui, qui a fait tout ce boulot aussi que j'ai repris. Elle a été aussi vice-présidente du parti. Elle a fait tout ce boulot de très, très féministe. Et j'ai repris le flambeau aussi après elle et on a continué. Et puis, Christy, c'est un vrai modèle. En plus, elle a une énergie débordante. Donc, voilà. On a plein de femmes incroyables au parti. On a des ministres incroyables. Nawal Benamou, Karine Lallieu, Ludivine de Donder. Ce sont toutes des femmes qui sont très inspirantes. Et puis, il y a eu aussi Laurette Ankelins, qui est encore là aujourd'hui, mais elle fait plus un travail de l'ombre aujourd'hui. Mais donc, Laurette était très, très inspirante aussi. Elle a fait un boulot considérable, colossal. Et alors, en dehors des structures du parti, plus à l'international, on va dire, moi, je suis extrêmement inspirée par quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez, que je trouve juste épatante, quoi. Elle est parlementaire démocrate, hein, oui, c'est ça, elle était au Congrès. Oui, au Congrès, tout à fait. Et elle s'est battue, elle a lancé d'ailleurs la campagne Tax the Rich aux États-Unis et on l'a lancée ici en Europe. Oui, donc, effectivement. Donc voilà, elle est super inspirante. En fait, j'adore la manière dont elle s'adresse au public, elle reste super accessible, elle est simple, elle communique divinement bien, elle fait vraiment ça super bien. Et elle réenchante vraiment la politique aux États-Unis en plus. Et donc j'espère qu'on la verra évoluer et monter dans les hautes sphères encore plus. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la rencontrer éventuellement? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Est-ce que c'est sur ta wishlist? Oui. Alors, oui, totalement. On lancera un appel. Oui. On reviendra un petit peu à tes sources d'inspiration un peu plus tard. Je t'avais promis de te rappeler de revenir aussi sur les différents éléments pour réenchanter la démocratie. Donc il y avait un premier point qui était effectivement la démocratie participative et autres, qui peut me sembler effectivement très intéressante, si ce n'est que souvent je me demande, est-ce que c'est pas aussi un petit peu un pansement peut-être qu'on rajoute, parce que l'homme politique lui-même, quand je dis homme politique tant femme que homme politique, lui-même du coup ne représente peut-être plus assez le citoyen. Mais en fait, moi je crois très fort en notre système de démocratie représentative aussi, parce que l'idée est que on est élu, donc le vote obligatoire, d'abord pour moi c'est essentiel parce que c'est le seul devoir qui garantit les libertés. Et il faut marteler ça, c'est un devoir civique, citoyen, mais c'est ce qui permet vraiment à l'électeur de choisir qui va le représenter. Donc, parce que moi, je trouve, ça me fait toujours sourire quand on tombe dans des systèmes dans lesquels il y a un taux d'abstention considérable, on vote pour des partis... En fait, ceux qui votent pour les extrêmes n'oublient jamais d'aller voter, et donc les partis extrêmes montent quand il y a trop d'indécis ou d'abstention, et du coup, après, on tombe dans un engrenage négatif où nos représentants ne défendent plus du tout l'intérêt collectif, et les citoyens se distancient aussi de la politique à ce moment-là, et donc moi, je crois qu'il faut vraiment insister sur le premier devoir qui est celui d'aller voter.
Et il y a une vraie campagne à faire là-dessus parce que moi, quand je suis en campagne électorale, je fais souvent du porte-à-porte et j'entends « non, on va plus voter, ça sert plus à rien ». Et il y a un vrai... les citoyens sont découragés et ne pas aller voter, c'est accepter de se faire représenter par des personnes qui défendent pas du tout nos intérêts. Donc ça, c'est donc l'obligation de vote, en tout cas, ça c'est certainement quelque chose que tu ne remettrais pas en question. Jamais. Pour moi, le vote, il doit rester obligatoire à tout prix. Par contre, la démocratie participative, c'est essentiel de la mettre en œuvre au sein du système de démocratie représentative. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est aussi un moyen pour que les citoyens prennent conscience aussi de ce qu'est la politique, comment on défend les causes de terrain, etc. Et qui aussi remonte, que les informations passent entre les citoyens et la politique et qu'on fasse les choses tous ensemble. Moi, je crois qu'on doit vraiment, et ça fait partie de mes mesures pour réenchanter la démocratie, c'est remettre plus le collectif. Parce que si on se déconnecte trop, on rentre vraiment dans une dimension qui devient trop polarisée, avec des opinions qui sont tellement opposées les unes aux autres que le dialogue devient impossible. Et cette distance entre les politiques et les citoyens, il faut absolument y remédier, et c'est en instaurant des mécanismes de démocratie participative qu'on y arrivera. Par contre, c'est vrai que parfois, quand on est dans la démocratie participative, on peut recréer un système dans le système. Et il faut c'est effectivement ça c'est à ça ce que je pensais. Mais il y a une vraie réflexion à avoir de ce côté-là. Mais par exemple, pourquoi pas imaginer une assemblée de citoyens tirés au sort. On parle beaucoup du rôle du Sénat. Moi, j'ai été sénatrice. Le Sénat, pour le moment, représente les régions. Mais pourquoi pas en faire aussi à un moment une assemblée de citoyens qui seraient tirés au sort. Et il faut étudier un peu la manière dont on constitue l'échantillon de citoyens, etc. Et qui peuvent en fait se prononcer sur des matières transversales, des matières vraiment qui ont attrait à la structure de nos institutions, etc. Alors il faudrait également revoir, j'imagine, le processus politique pour que les avis ou autres des citoyens soient également pris en compte. Bien sûr, plus que simplement il y a plusieurs degrés, donc il y a des assemblées consultatives, des assemblées participatives dans lesquelles les avis peuvent faire l'objet d'un suivi et être mis à l'agenda politique et être mis en œuvre. Okay. Et alors, moi, ce que j'adore dans le budget participatif, qui est vraiment plutôt très local, c'est que la mise en œuvre, elle est directe. C'est vraiment, on parle ensemble de la manière dont on met les choses en œuvre, et c'est vraiment intéressant. Parfait. Il y avait d'autres éléments que tu voulais nous partager, oui. Mais plus de collectifs, j'en ai parlé aussi. Et puis, moi, il faut aussi qu'en politique, il y ait moins de blabla. Alors, c'est Greta Thunberg qui a dit ça, on la voit encore dire. Mais on se heurte, et c'est aussi Raphaël Glucksmann qui met ça très fort en avant, et je pense que c'est très intéressant. Il a écrit un super bouquin qui s'appelle « Lettre à la génération qui va tout changer », qui est un bouquin adressé aux jeunes pour recréer vraiment l'engagement et l'engagement politique chez les jeunes. Et il explique qu'en fait, le malheur un peu de notre société politique, c'est quand on est dans la résignation. Quand les hommes et les femmes politiques commencent à dire « Ah oui, on aimerait bien faire ça, mais c'est difficile, c'est compliqué, ça va être impossible parce que tu comprends, on est dans un monde globalisé, donc on n'arrivera pas. Et puis, on aimerait bien, nous, on veut le faire, mais c'est vraiment non. On a l'impression qu'on est vraiment dans Mission Impossible, qu'on ne va jamais y arriver, et que du coup, on n'est pas... Il n'y a plus de rêve, quoi. Il n'y a plus de rêve en politique, il n'y a plus... vraiment d'ambition. Moi, je pense qu'à un moment, il faut foncer. On doit poursuivre nos objectifs jusqu'au bout et y croire, quoi. Y croire jusqu'au bout et remettre beaucoup plus de rêves et de concret dans les combats politiques. Et quand on s'intéresse aux causes vraiment très concrètes, alors l'engagement suit.
Et on récupère aussi tout l'engagement de la jeunesse, parce qu'on dit les jeunes sont plus intéressés par la politique, c'est totalement faux. Les jeunes n'ont jamais été autant engagés qu'aujourd'hui. On les voit dans les rues pour manifester contre le réchauffement climatique. On voit que les jeunes s'intéressent très très fort aux causes internationales. On le voit ici avec la situation internationale catastrophique. Mais de là s'engager dans un parti, là peut-être c'est là que la barrière est encore trop grande. Le lien doit être fait en fait entre les partis et cet activisme-là. Et je dis pas que tous les activistes doivent s'engager dans des partis, ce serait merveilleux, mais je veux dire simplement le lien doit être beaucoup plus évident, et pour ça c'est les partis aussi qui doivent s'intéresser aux causes concrètes et envisager les choses sous cet angle-là, un angle dans lequel on arrête d'être résigné, dans lequel on arrête d'être perdant d'avance. Et il faut oser un peu dire les choses. Il faut oser, même si ça bouscule très très fort, il faut oser avoir des discours qui dérangent parfois aussi. C'est ça que tu entends par moins de blabla ? Tu avais commencé ton point en disant il faut moins de blabla également moins en politique ? de blabla, plus de causes concrètes, parce que le blabla, c'est un peu pour tourner autour du pot, quoi. Pour dire, ouais, on aimerait bien le faire, mais bon, ça va être compliqué. Et nous, là, on a lancé une campagne qui s'appelle Tax the Rich, justement, une initiative citoyenne européenne sur laquelle j'ai bossé comme conseillère à l'Institut Emile van der Velde. Et on veut mettre une taxe sur les toutes grandes fortunes au niveau européen. Donc, c'est les multimillionnaires et les milliardaires. Et dans notre initiative, on est avec Oxfam, on est avec des partis politiques, on est avec les syndicats aussi au niveau européen et les millionnaires eux-mêmes et les associations de millionnaires nous soutiennent aussi et ont signé l'initiative avec nous. Et donc, on porte ce projet tous ensemble. Et j'ai donné une conférence mardi soir sur le thème à Liège. Et dans le public, plusieurs m'ont dit « Mais vous n'allez jamais y arriver ». Et à nouveau, je dis « Non, nous, là déjà, on a réussi. La commission a accepté notre projet. Le projet est passé, la commission a accepté. Elle aurait pu refuser parce que la commission n'a pas de compétences fiscales à proprement dit, mais elle a accepté parce qu'on avait un solide argumentaire juridique. Et on le dit, on est dans une situation de crise. Pendant le Covid, on a pu créer un fonds de relance pour assurer la relance, donc on peut le faire pour le climat. Et on ne lâchera rien jusqu'au dernier jour de récolte de signatures, qui est le 11 octobre. Et je pense que c'est cette détermination qui, à un moment, va payer. Si on était résigné et on n'aurait jamais déposé cette initiative. Donc, il faut rien lâcher, il faut tout faire pour y arriver. Et c'est ça, quand je dis moins de blabla, plus d'actions concrètes, c'est vraiment essayer de foncer vers un objectif parce qu'on y croit à fond. Et puis, dans mes mesures pour réenchanter la démocratie, oui, simplement dire que remettre beaucoup plus le collectif au cœur de notre action. Parce que le monde dans lequel on évolue, au niveau international et au niveau national aussi, mais au niveau international, est de plus en plus polarisé, avec des opinions très, très tranchées et des groupes aussi qui se créent les uns contre les autres. Et le malheur, c'est quand les hommes et les femmes politiques instrumentalisent ça et finissent par ne plus défendre qu'un certain groupe de personnes. Or, le rôle d'un homme et d'une femme politique, c'est de défendre le collectif aussi. On est élu pour représenter les citoyens, mais on doit représenter tout le monde. Et donc l'instrumentalisation de cette polarisation, je la regrette profondément et je pense qu'on doit lutter contre pour remettre plus d'universalisme au centre. Ok. Voilà. Je voulais revenir sur le débat, mais c'est un débat qui a eu lieu récemment, du coup, quand on entendra ce podcast. Ah oui, et plus d'éthique en politique aussi. C'est peut-être pas ça que tu voulais évoquer, mais c'était ma 5e mesure pour réenchanter la démocratie. Il faut beaucoup plus d'éthique. Pardon, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il faut beaucoup plus d'éthique et il faut il faut être intransigeant. Ouais. Intransigeant avec nos élus doivent être exemplaires. Il y a un devoir d'exemplarité à respecter et on ne peut pas autoriser des comportements qui détruisent en fait complètement l'image des hommes et des femmes politiques et de la démocratie. Du coup, au sein du PS, j'imagine aussi que peut-être ces dernières années, vous avez, vous portez cette valeur peut-être encore plus fortement qu'avant. Oui, on va pas, il n'y a pas de tabou. Ça a été une période extrêmement compliquée et on doit faire vraiment, on doit redoubler de vigilance. Mais ça veut dire aussi
accompagner les jeunes élus qui arrivent. Parce qu'il faut savoir que quand on est élu, on arrive dans des mondes... il faut voir comment fonctionne, par exemple, le Parlement européen. Hein. Il y a 13 000 lobbies qui tournent autour du Parlement européen. Il y a des lobbyistes. Il y a un système qui est en place, qui est un système d'influence extérieure qui est très puissant, terriblement puissant. Et donc, quand on est un jeune élu, qu'on débarque là-dedans, il faut absolument pouvoir être orienté. Comment est-ce que j'interagis avec un lobbyiste qui vient me trouver? Comment est-ce que j'interagis avec une ambassade? Et donc, on est là pour, je pense, vraiment guider nos élus aussi et les accompagner dans ce monde-là. Pour éviter qu'éventuellement ils se laissent peut-être influencer et voilà, et se retrouvent après, on va dire peut-être piégés, sans spécialement toujours fait, les pièges, ils sont nombreux en politique. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut être extrêmement vigilant. Mais bon, après, il y a aussi des comportements qui sont inacceptables. Et donc, il faut être vigilant à toute situation qui pourrait nuire à l'image de la politique et à l'image de la démocratie, parce que c'est ça, évidemment, qui contribue à créer une rupture de confiance avec le citoyen. Ça me fait penser, je souris parce que du coup, au moment où on enregistre ce podcast, il y a quelques jours, j'entendais un ancien ministre PS, Van Kowenberg, qui justement parlait de ça et disait à mon époque, il y avait un moment où aller manger avec des hommes d'affaires et être invité, c'était tout à fait normal, et qu'avec le temps aussi, la société change. Donc j'imagine que c'est pas si simple que ça non plus de tenir compte des attentes de la société aussi qui changent. Ce qui était peut-être acceptable il y a 10 ans et semblait tout à fait normal, aujourd'hui, j'imagine que toi aussi, à titre personnel, des fois, tu dois peut-être réfléchir à 2 fois. C'est notre rôle de répondre aux attentes citoyennes. La norme évolue. Et si on n'évolue pas avec, il y a un souci. Hein. Donc, la norme évolue, on doit évoluer avec et voir anticiper cette norme qui évolue. Donc, non, c'est le rôle des politiques et donc, il n'y a pas d'excuse. Quoi. Parfait. Écoute, j'ai encore une question à te poser avant qu'on passe un petit peu à justement les sources d'inspiration et autres. Tu es en politique depuis maintenant pas mal d'années. Qu'est-ce que Peut-être première question, est-ce qu'éventuellement tu devrais faire autre chose à un moment donné? Et deuxième question, si pas du coup, qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui en politique que tu ne pourrais pas trouver autre part, que ce soit peut-être dans le privé, que ce soit dans l'associatif, dans une ONG ou autre? C'est vraiment une question qui me touche particulièrement parce que je suis dans une phase où voilà, il y a les élections qui approchent et donc je me suis posé la question de mon engagement dans la politique active. Je me suis vraiment posé cette question et puis j'ai consulté, j'ai essayé de faire ça de manière la plus concertée possible et je me suis réveillée un matin en me disant non mais moi j'ai investi énormément, je veux poursuivre et continuer à faire de la politique active. Donc du coup, je vais peut-être d'abord répondre à ta deuxième question. J'ai l'impression que c'est vraiment... que moi, je souhaite poursuivre en politique active. Après, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la politique de l'ombre. Mais c'est là que je me sens la plus utile et efficace. C'est dans la représentation, justement, des citoyens, dans toutes les actions que je peux mettre en place sur le terrain pour les aider. Alors, on ne fait pas de miracle, voilà. Mais même les petits changements sont à chaque fois des petites victoires. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la manière dont je peux vraiment traduire le mieux mon engagement. Et répondre aux attentes qui sont légitimes et qui sont celles des citoyens. Donc c'est l'intérêt collectif, peut-être, que si j'entends bien, plutôt que par exemple d'aller travailler dans une ONG où évidemment tu représenterais peut-être plus qu'une partie ou un intérêt particulier. Non, en fait, moi je pourrais travailler dans une ONG, mais et là ça répond déjà du coup à ta première question, mais je pourrais travailler dans une ONG et je pense que les ONG font un boulot incroyable et indispensable en collaboration avec la politique. Et qu'en Belgique, on a cette chance d'avoir une société civile ultra développée. C'est pas le cas dans tous les pays, hein, loin de là. Et que ça doit être on doit être très épanoui en fait dans la traduction de notre engagement quand on travaille dans une ONG. Donc je pourrais tout à fait faire ça. D'ailleurs, j'y ai pensé régulièrement. Mais par contre, dans la politique active, on est vraiment dans l'agenda politique. On peut mettre des choses à l'agenda directement
Et j'ai pu exercer pendant 5 ans au Parlement wallon et au Sénat, et j'ai pu mettre des dossiers à l'agenda et les traduire dans la loi. Et ça, voilà, je pense que c'est vraiment... Ça donne une certaine satisfaction, j'imagine. Ça donne une satisfaction, mais surtout, bon, on sent que les combats qu'on mène peuvent aboutir et se réaliser après. Il faut pas se leurrer, tout prend du temps. Et c'est ça, enfin, ça prend du temps. C'est des processus qui doivent être mis en place. Et comme on est dans une démocratie, on travaille avec d'autres partis politiques, on discute. Et donc, l'idée de base se transforme. Mais c'est pas grave, ça construit vraiment le projet et on peut le mettre en place. On est un peu aussi dans une société où on croit toujours que tout peut arriver comme ça sur un claquement de doigts. C'est pas vrai. Et quand ça se met en place comme ça sur un claquement de doigts très rapidement, etc., c'est qu'il y a un souci quelque part. Ça veut dire que quelqu'un est trop dans les régimes autoritaires, ça va beaucoup plus vite, mais le débat n'a pas lieu. Et donc chez nous, on est en démocratie, ça prend un peu plus de temps, mais du coup, ce qu'on met en place est réfléchi, construit. Et dans un but beaucoup plus collectif. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est une grande satisfaction quand on exerce le métier d'homme et de femme politique. Mais moi, c'est la manière dont j'exprime le mieux mon engagement. Donc, c'est pour ça que je suis pas prête à faire le deuil de la politique active. C'est ça. Donc aujourd'hui, et donc... au moment où ce podcast sortira, du coup, on saura quels seront tes plans pour 2024 officiellement. Donc là, on le partagera à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui aurait pu te faire quitter, du coup, la politique, ou qu'est-ce qui pourrait te faire quitter la politique? Il y a eu des moments de doute, j'imagine, et c'est normal. Et c'est tout à fait aussi, je trouve, très, très en ton honneur de le partager, parce qu'on est tous des êtres humains. Mais quel serait éventuellement l'élément de trop qui te ferait quitter la politique? À un moment donné où tu sens plus que tu as de l'impact, au moment donné où tu te sens fatigué, ou... Mais là, donc ici, les échéances qui arrivent, on verra bien. Et en effet, à un moment, c'est les citoyens qui choisissent aussi. Donc la première chose, c'est ça. Et puis, et donc ce sera leur choix, pas le mien. Et puis, il y a aussi... la fatigue, tout ça se gère. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir 1000 vies. Donc, souvent, je me dis, tiens, moi, j'ai justement très envie d'un jour exercer quelque chose dans le milieu des ONG, dans la politique internationale. J'y ai souvent pensé. Dans les représentations internationales aussi. Donc... tout ce qui a trait à la diplomatie me passionne et donc ce sont voilà des idées qui peuvent peut-être à un moment se mettre en place de manière plus concrète, mais sinon je rêve aussi d'ouvrir un petit café, quoi. Donc voilà, j'ai envie de faire plein de choses encore. Et j'imagine souvent ce petit café que je vais ouvrir. Si tu veux tout savoir, parfois quand je suis vraiment stressée, quand je suis très, très, très stressée, je me dis alors qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit café? Il y aura un coin littéraire, on vendra des fleurs le jeudi, et puis on fera des brunchs musicaux le samedi, je pense. Magnifique. Non, ça va être super. Et puis il y aura des conférences. Oui, c'est aussi. Ça. J'allais dire, est-ce qu'il y aurait un lien quand même avec ton engagement politique? Oui, évidemment. Un café solidaire? Oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais donc ce café, il va être super. Je ne sais pas encore où il sera, mais on se tiendra au courant. Écoute, effectivement, promis qu'on refera un podcast au moment où tu ouvriras ce café. Merci Anne. Alors, pour, entre guillemets, tout doucement terminer le podcast, j'aime toujours bien aussi un petit peu savoir qu'est-ce qui fait que l'homme ou la femme politique dans ce cas-ci, mais tout simplement l'homme et la femme qui se retroussent les manches, comment cette personne reste optimiste, parce qu'il faut rester optimiste. On a déjà parlé un petit peu des personnes qui t'inspirent au niveau politique, mais quelles sont tes autres sources d'inspiration, d'énergie, tant peut-être des personnalités hors monde politique, des gens qui te sont proches? Quels sont un petit peu les leviers qui te donnent du peps, Anne, quand c'est peut-être un peu moins une bonne journée? Mais on reste optimiste quand on est passionné. Donc, tant qu'il y a de la passion, on reste en politique. Tu me demandais aussi tout à l'heure pourquoi, si un jour quelque chose pouvait me faire quitter la politique, si je suis plus du tout passionnée, ou si je suis vraiment que la passion prend plus le dessus, alors je me poserai les bonnes questions et j'irai vers autre chose. Mais par contre, cette passion, c'est ce qui me donne toute mon énergie pour continuer. Et cette passion, je l'ai dans des moments de partage, que ce soit avec les militants, avec les citoyens, avec les jeunes, beaucoup. Et
je sais pas si tu connais la différence entre introverti et extraverti. Moi, je croyais que c'était timide ou pas timide. En fait, extraverti, c'est qui tire son énergie des autres, et introverti, J'ai appris ça récemment. Oui. Ouais. Et donc, je crois que je suis quelqu'un de très extraverti, et je me rebooste à chaque fois que j'ai des échanges avec les gens, que je suis sur le terrain, que je suis dans des moments vraiment d'échange de savoir et de transmission de savoir et ça me rebooste à fond, ça me donne plein d'énergie, et c'est ce qui fait que je continue en politique avec grande passion. Ouais. Ouais, donc c'est les contacts humains avant tout. Le contact humain avant tout, ouais. Quand ça va pas trop, qu'est-ce qui te rebooste? Un bon livre, un bon thé, une bonne série? Moi, j'ai une vie privée, une vie politique, et je fais très très fort, enfin je différencie fort les deux. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit des photos de mes enfants sur mes réseaux. Ça peut arriver, hein. Je suis pas non plus catégorique, mais par contre c'est rare, très rare, et jamais de la vie je vais instrumentaliser mes enfants pour ma pub politique. Quelle horreur. Donc je fais la différence, mais vraiment de la manière la plus ferme possible, parce que j'ai ma vie à côté, et que ma vie privée ne dépend pas de ma vie professionnelle. Et ça, c'est ce qui me rassure aussi, souvent, parce que je me dis, voilà, moi, ma vie ne dépend pas de ça. J'ai mes proches qui sont là, et j'ai énormément de chance d'être bien entourée. Et donc c'est eux peut-être ton soutien. Oui, mes proches sont certainement une des bases très très importantes de mon équilibre, et mon courage évidemment à poursuivre. Parfois ils me disent de lever un peu le pied aussi, et ils sont là pour attirer mon attention sur certaines situations quand ils pensent que c'est trop, et donc ça c'est essentiel pour moi. C'est vraiment sur eux que je peux compter. Ouais, il y a d'autres choses à côté. Il y a la vie sociale. Et je pense qu'on doit aussi prendre les choses quand on fait de la politique. Moi, j'adore dire que c'est une grande expérience de sociologie, quoi. C'est vraiment observer. J'ai toujours observé énormément mes interlocuteurs. J'ai toujours une phase d'observation très longue avec les personnes que je rencontre pour comprendre d'abord un peu leur caractère avant de me lancer dans vraiment une confiance avec eux. Et donc, observer en politique, c'est passionnant. J'imagine. Sociologiquement parlant. Et ça nous permet aussi de prendre ces distances quand on est dans des périodes plus compliquées, des périodes de négociation, de jeu de pouvoir, etc. Mais ça nous permet de prendre cette distance et de faire les choses pas sans émotion, parce que je suis quelqu'un de très émotif, mais de faire les choses, je dirais, de la manière la plus intègre possible, et sans drame, quoi. On va pas ajouter du drame à une situation déjà compliquée. À une situation peut-être, oui, c'est vrai. Je vais te donner 2 baguettes magiques. Une baguette magique et une plutôt réaliste. Si tu pouvais changer là une seule chose, évidemment au niveau sociétal, qu'est-ce que tu changerais avec cette baguette? C'est-à-dire quelque chose qui prendrait probablement du temps quand même à changer, mais qui est tout à fait réaliste. Et quand je dis baguette idéaliste, j'aime toujours bien donner cette baguette dans le sens où de quel monde est-ce que tu rêverais pour tes enfants? Quel est un petit peu ce souhait idéaliste? Tu peux commencer par celle que tu préfères. Oui, mais les deux sont un peu liés, non? Mais une seule chose, c'est compliqué de choisir, mais enfin, avec la baguette magique, ce serait diminuer les inégalités et de diminuer, le fossé qu'il y a entre les privilégiés et les défavorisés. Donc, une société plus égalitaire. Une société plus égalitaire, c'est évident. Aujourd'hui, c'est 1% de la population qui contient la moitié des richesses mondiales. Si j'avais une baguette magique, ce serait un peu plus équilibré que ça. Attention, je ne suis pas non plus dans quelque chose de tout à fait catégorique, etc. Mais je pense qu'il y a de profondes injustices au niveau social, et donc si on pouvait équilibrer un peu tout ça et donner une chance à tout le monde, ce serait merveilleux. Et alors pour mes enfants, c'est plutôt tout ce qui est attrait à l'écologie, bien entendu,
Et quelque chose de concret, Oui. on va dire peut-être plutôt baguette magique, quelle serait comme ça une mesure que si tu pouvais la changer toi toute seule, Anne, sans devoir négocier ni avec ton parti, ni avec tous les autres partis dans ce pays, qu'est-ce que tu changerais? Il y a beaucoup de... C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a tellement de choses à faire. Je pense à deux publics en particulier, c'est les migrants et les sans-abri. Qui d'ailleurs, les sans-abri, c'est un sujet qui te tient à cœur depuis un petit bout de temps, il me semble. Là, il me semble déjà avoir vu des interventions à ce sujet-là. Pourquoi ces deux publics peut-être te touchent davantage? Parce qu'en fait, ils sont dans une misère profonde. Et donc, très concrètement, je pense que tous les migrants ont le droit d'être accueillis dans la dignité et dans le respect de la Convention de Genève et des droits humains. Et que les personnes qui dorment dehors doivent pouvoir être au chaud, quoi. Donc c'est juste c'est essayer vraiment... d'éradiquer, on va dire, Moi je suis battue pour qu'on crée un abri de nuit en Brabant Wallon et il n'a toujours pas vu le jour. Soi-disant ça allait être mis en place rapidement, mais en fait on est face à un phénomène NIMBY super fort. Donc NIMBY, c'est not in my backyard, donc ça veut dire pas dans mon jardin, et ça veut dire qu'en gros on est d'accord, c'est merveilleux, tout le monde est d'accord, c'est un beau projet, etc., mais vraiment pas à côté de chez moi, quoi. Or moi je crois qu'il faut vraiment lutter contre ce phénomène NIMBY pour ces publics-là en particulier, qui sont des publics particulièrement vulnérables. Magnifique. Surtout quand il y a des enfants. Bien sûr. Et je pense essentiellement aux enfants de migrants, quoi. Voilà. Oui, effectivement. Oui, on va pas ouvrir la parenthèse enfant, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, c'est quelque chose qui touche d'autant plus, et même tout simplement, ce sont effectivement des populations encore plus vulnérables, on va dire ça comme ça. Une dernière question. Tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent sont des personnes qui d'ailleurs de temps en temps nous font des petits retours, c'est toujours bien sympa, parce qu'ils sont inspirés des fois par des personnes qu'ils entendent. Ce sont toutes et tous des personnes qui ont envie d'un monde meilleur, qui ont envie de s'engager. Certains se sont déjà engagés, d'autres hésitent à s'engager, peu importe que ce soit en politique ou dans le milieu associatif ou entrepreneurial. La dernière question que je laisse toujours un petit peu ouverte à mon invité, c'est quel est un petit peu ton appel à ces auditeurs, auditrices que tu auras envie de leur lancer? Mais j'ai envie de leur dire d'oser. Il faut vraiment oser. Il faut oser déranger. Il faut oser s'engager. Il faut oser prendre ses droits civiques en main. Et il faut oser, quoi. Il faut oser bousculer. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est assez bref. C'est parfait. Assez clair. Voilà. Écoute, c'est clair, net, précis. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Anne, alors on te souhaite énormément de chance, évidemment, pour la suite, là, pour les élections qui vont arriver. On n'hésitera pas au moment de publier peut-être le podcast de donner un peu des nouvelles par rapport à la place politique que tu occuperas. Oui, ou au petit café que j'aurai ouvert. Ou au petit café d'ici là. Qui sait, les choses peuvent aller très très vite. En tout cas, je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur pour ton temps, ton partage, la discussion très sincère et authentique et très touchante également à certains moments. Donc, merci beaucoup. Merci aussi, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et c'est déjà la fin de ce 17e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Évidemment, partagez-le autour de vous. Envoyez-le par WhatsApp, par message à vos amis. N'hésitez pas non plus à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'à nous faire part, évidemment, de votre retour sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous en février pour un tout nouvel épisode où je recevrai à nouveau un homme politique cette fois-là. Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas fait et continuez évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater. À très vite. Ciao.